Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à La Rosée, le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à fermer les yeux et vraiment jouer le jeu. Tout le monde ferme les yeux. Et on va imaginer que là, tout d'un coup, j'ai un espace où je peux aller travailler. C'est un espace aussi où je peux fabriquer. C'est un espace où je peux prendre un coup et c'est un lieu où je peux révolutionner le monde. Bienvenue dans un tiers-lieu en région Occitanie et tout ça avec un super réseau qui s'appelle La Rosée. Vous pouvez réouvrir les yeux. Là, vous avez une partie, une toute petite partie des acteurs et actrices qui font de ce réseau. Des collectivités, des entreprises, des citoyens, citoyennes et des acteurs qui portent ces lieux et qui font ensemble pour changer notre monde. Donc je vais rapidement vous les présenter. On a Alan qui nous vient de Rodez, de Station A, un tiers-lieu plutôt tourné vers l'événementiel et la culture. On a Elsa, Toulouse Métropole, et notamment pour nous parler d'un dispositif qui sont les lieux totems de l'ESS, où le Rose Lab où je fais partie est inscrit dedans. On a Gilles, ancien maire d'Arvieux, avec un tiers-lieu qui a fait date, c'est Jardin d'Arvieux, et qui continue à donner au réseau. On a Émilie, qui vient d'un tiers-lieu rural dans le Comminges, c'est la cafetière, c'est ça, ou la glissade. En tout cas, il y a 2 lieux là-bas et les 2 fonctionnent ensemble. Bertrand, vice-président de Toulouse Métropole et qui nous accompagne sur tous les sujets de la Fab City, du lien avec les Fab Labs, les espaces du fer et aussi la Smart City. Et Benoît, Benoît Chabrier, qui est notre contact privilégié avec la préfecture, puisqu'il y a un sujet, les tiers-lieux traversent les frontières administratives de l'État, l'Europe, la région. On travaille avec toutes les collectivités parce que les missions des tiers-lieux dépassent le cadre du local, mais sont aussi ultra locales. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est quoi un tiers-lieu ? Je vous l'ai dit, c'est l'espace entre le travail et le loisir. C'est un lieu où tout peut se passer et on va venir avec différents intérêts pour faire ensemble. Et toute personne est invitée à venir dans un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est aussi un espace très localisé dans un territoire. C'est un lieu qui va être en proximité de sa communauté, de ses usagers et usagères. C'est aussi un lieu connecté à son quartier, à sa ville, à sa région, à son pays, à l'Europe et au monde. C'est vraiment un lieu de réseau et c'est ça qui change tout. C'est un lieu qui va partager, qui va produire des communs. Un commun, c'est une ressource accessible au plus grand nombre pour essayer d'aller plus loin dans le faire ensemble, essayer de mutualiser, essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'expérimenter en commun. Un tiers-lieu, c'est, je le disais, aussi un outil de réseau et pour ça, on a La Rosée, le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Depuis 2019, on a eu un premier réseau qui s'appelait Le Réseau avec Adoc et c'était les lieux labellisés par la région Occitanie, notamment une pensée pour Annie Facchetti qui avait permis de faire ce réseau, parce que l'idée, c'est tous ces lieux-là produisent et il faut du temps pour coordonner, partager ces ressources. On avait mis en place un réseau et après, grâce à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a eu un autre fonds et on a pu sortir un réseau où il y a toujours Adoc, où il y a toujours la région, mais on a agrandi et elle est portée, c'est une association maintenant portée par les pairs qui s'appelle La Rosée, avec une nouvelle identité graphique que je vous invite à voir. Et pour découvrir plus rapidement, petit moment pub, de venir aux journées portes toujours ouvertes des tiers-lieux d'Occitanie qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'était la première vue pour moi. Moi, je travaille dans un tiers-lieu de fabrication et je suis très connecté dans les réseaux. Et ce que je vais proposer, c'est à Elsa de nous dire, toi, de ton côté, dans les tiers-lieux de l'ESS, lieu totem de l'ESS, c'est quoi pour vous un tiers-lieu ? Merci. Alors, je vais prendre mes petites notes pour être sûr de vraiment pouvoir bien calibrer le discours sur les tiers-lieux. Donc, comme tu l'as évoqué, le tiers-lieu, c'est avant tout un lieu tiers entre donc, la maison, le travail, ce qu'on a imaginé dans nos têtes quand on avait les yeux fermés. Il y a vraiment, tu l'évoquais aussi, l'aspect vraiment citoyen qui est très fort. C'est vraiment un lieu qui est porté par moments par les citoyens, qui vient des besoins du territoire et des citoyens. C'est un aspect collectif, avec vraiment une multitude d'acteurs selon les territoires et selon les tiers-lieux. Avec vraiment une volonté d'avoir un impact fort sur le territoire et qui est varié selon les besoins et selon les thématiques des tiers-lieux. Un ancrage territorial fort, comme je l'ai évoqué, qui est vraiment unique.
avec une mixité des activités, parce que vraiment, il peut y en avoir sur tous les thématiques. On peut entendre parler de tiers-lieux nourriciers, de tiers-lieux autour du numérique, du savoir-faire, etc., autour de l'inclusion sociale, donc ça peut être vraiment très varié. Et puis après, vraiment avec la volonté de tous ces acteurs de travailler ensemble et d'être porteurs d'innovation et vraiment de générer un changement et une évolution au niveau du territoire, et de profiter justement de cette intelligence collective générée pour apporter vraiment une plus-value au territoire. Donc là, c'est de manière très globale. Après, sur les lieux totems de l'ESS, on a pris ces critères-là, qu'on a adaptés, un peu remoulinés avec nous, nos critères propres qui nous tiennent à cœur de l'économie sociale et solidaire. Mais j'en parlerai peut-être plus précisément plus tard. Tout à fait. Et passons à Émilie pour nous parler de la cafetière, un tiers-lieu dans le Comminges. Oui, alors la cafetière, c'est dans un petit village. Et ce qui est intéressant pour compléter ce qui a déjà été dit, c'est qu'effectivement, les tiers-lieux, on peut en trouver partout. Il n'y en a pas qu'en ville, il y en a aussi à la campagne. Et même parfois, comme dans mon village, il y en a même 2. Et ce n'est pas un problème, au contraire, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler en complémentarité. Bien sûr, il y a des services qui sont les mêmes, mais l'idée c'est vraiment de faire réseau. Et ce qui vient dans notre construction, en tout cas sur le Comminges, c'est vraiment que parfois on arrive à présenter le réseau qu'on a formé informellement bien avant nos propres structures. C'est vraiment mettre en avant ce collectif. C'est vraiment ce qui porte en fait, que ça soit citoyen, que ça soit collectif de structure, que ça soit collectif de partenaires. Il y a vraiment cette idée de faire ensemble et de niveler en quelque sorte, ou du moins c'est un peu l'idée de travailler vraiment en horizontalité avec tous les partenaires. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter à ce qui a déjà été formulé. Donc là, vous venez de comprendre un peu plus que c'est un tiers-lieu de tout domaine. Tout peut être tiers-lieu. Et dans cette table ronde où vous avez été conviés, le titre était « Les tiers-lieux, un atout porteur d'innovation dans la conduite des pouvoirs publics ». Si on retourne un peu à l'étude sociologique, et il y a beaucoup de sociologues qui sont présents dans les tiers-lieux, il faudrait questionner un peu les termes. Et c'est ce qu'on fait dans un tiers-lieu. On va reprendre qu'est-ce que c'est qu'une pouvoir public, qu'est-ce que c'est une innovation, et on va le questionner à l'aune de l'emprise des citoyens-citoyennes, des acteurs socio-économiques, et on va le re-questionner pour en faire autre chose. Et donc là, je vais demander et je reprends mon petit livre pour ne pas me tromper, j'avais mis sur c'est quoi une politique publique. J'avais demandé à Benoît de réfléchir à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une politique de pouvoir public ? Oui, alors une politique publique, on a eu les questions à l'avance, hein, donc on les a eu hier soir en fin de soirée, mais je me suis refusé de chercher, excuse-moi, je me suis refusé de chercher dans le dictionnaire ce que c'était qu'une politique publique, puisque à la préfecture de région, je travaille dans le pôle politique publique. Donc du coup, je me tente. Pour moi, une politique publique, c'est une action publique à destination des citoyens que mène une collectivité ou un acteur public. Et en fait, c'est la contrepartie, même, c'est complètement la contrepartie de l'impôt. Les gens payent des impôts, les entreprises payent des impôts, c'est pour derrière avoir quelque chose en contrepartie, et c'est ça une politique publique, en fait. Après, on a 2 types de politique. Alors, c'est plutôt une politique publique, c'est plutôt une action sur la durée, hein, c'est pas un appel à projet qui dure 1 an, 2 ans, c'est plutôt quand même, il y a une notion quand même de pérennité. Et dernière chose, une politique publique, soit pour moi, elle est inscrite dans la loi, inscrite dans la réglementation, et c'est une compétence qui en découle. Et dans ce cas-là, je me tourne vers la collectivité, par exemple, de Toulouse Métropole, où on a des compétences qu'on délègue liées à des politiques publiques. Soit on a un flou un peu réglementaire, et on est sur, un peu comme sur l'inclusion numérique, par exemple, qui peut être considérée comme une politique publique, mais on a un flou. Donc on a ce livre, Bertrand, que je t'emprunte, le CNUM, qui dit que l'État doit donner une permission de service public. Bon, donc on a un flou, on n'a pas de compétences, on ne sait pas quel acteur, quelle collectivité est-ce que c'est l'État qui fait. Néanmoins, on a une politique publique, on a une permission effectivement de service public qu'on laisse. Après, la question, c'est qui finance derrière, parce que lorsqu'on donne une compétence, on donne aussi au moins une partie des financements qui vont avec. Donc voilà, il y a cette notion quand même derrière de financement de la politique publique, évidemment. Merci beaucoup Benoît. Alan, toi, du côté d'un tiers-lieu, qu'est-ce qu'on entend par la politique publique ? C'est rigolo parce qu'Antoine, tu demandes aux
aux collectivités de définir les tiers-lieux et aux tiers-lieux de définir la politique publique. Donc moi, ce que ça incarne pour nous, à l'échelle des tiers-lieux, je dirais qu'on appelle plus souvent ça de l'utilité sociale, de l'intérêt général et parfois de la prolongation de l'action publique. Ça, c'est ce qui avait été un peu impulsé, notamment au moment des fabriques de territoire, où on nous disait, essayez, vous, tiers-lieux qu'on va financer, de vous mettre dans les interstices, de nous aider à aller plus vite, de nous aider à atteindre des objectifs qu'on n'arrive pas forcément à atteindre de prime abord. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui est, à mon avis, natif dans tous les tiers-lieux. C'est que, notamment avec à certains niveaux le désengagement de l'État, on nous demande d'aller vers des modèles économiques qui sont équilibrés, qui sont rentables, qui sont pérennes. Mais nous, on assume parfaitement d'avoir certaines activités qui sont du domaine marchand, donc qui représentent une source de revenus pour nos projets, et aussi d'avoir toutes ces activités d'intérêt général, de prolongation de l'action publique. Dans un tiers-lieu, on peut très bien avoir un bar sur lequel on va vendre notre bière à 3 €, qui va permettre de faire du chiffre d'affaires et des bénéfices, et derrière d'avoir une ferme pédagogique, de faire des animations gratuites pour les enfants, d'avoir une programmation culturelle qui est complètement gratuite, pour essayer de faire de ces lieux des endroits de mixité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Donc, simplement, pour conclure sur ce que je pense que représente la politique publique dans les tiers-lieux, c'est simplement de dire que c'est avant tout des endroits où on aime être en prolongation de l'action publique, où on aime être au service du collectif. Et donc, par nature, il y a une partie de la politique publique qui peut se faire et qui doit se faire dans ces espaces qui sont hybrides. Voilà. Merci beaucoup. Si je continue un peu à défiler, donc j'avais dit définir les termes, mais on pourrait se poser la question, c'est quoi l'innovation ? Et donc là, je me tourne vers Bertrand pour nous dire, du côté de Toulouse Métropole, ça serait quoi l'innovation ? Alors, merci Antoine de cette question. Elle est vaste et on pourrait y parler des heures dessus. Sans qu'on m'a dit 2 minutes, donc ça va être un peu court. Alors, l'innovation, c'est quoi ? J'imagine l'innovation, c'est aussi en lien avec le sujet du jour, bien sûr, les tiers-lieux. Et pourquoi les tiers-lieux et pourquoi l'innovation à Toulouse ? L'innovation, c'est un facteur d'accélération. Et c'est un facteur d'accélération des politiques publiques que les collectivités portent dans le cadre de ce que l'on fait pour faire finalement avancer les sujets tels que par exemple la ville de demain, la ville durable et innovante, la Smart City il y a quelques années, et comment expérimenter grâce à des tiers-lieux, grâce à des Fab Labs, grâce à ces makers et ce mouvement de start-upers et d'entrepreneurs, pouvoir faire avancer l'innovation sur nos territoires. Parce que l'innovation, c'est compliqué, l'innovation, c'est structuré, l'innovation, c'est porté effectivement par les politiques publiques de l'État qui, ce n'est pas une critique, cher Benoît, mais se désengagent effectivement de plus en plus de ces sujets et qui filent le bébé aux collectivités territoriales qui effectivement sont là pour suppléer parfois, souvent, aux politiques de l'État en matière d'innovation, mais dans la complémentarité aussi des grands plans que propose le gouvernement. Donc, les tiers-lieux sont essentiels et on est Fab City depuis 2018-2019. On a travaillé pour ça avec un certain nombre de Fab Labs. À l'époque, c'était Artilec, maintenant c'est Rose Lab qu'on soutient, parce qu'on est persuadé que la co-construction, c'est ce qui fait finalement la réussite des politiques que l'on porte sur les territoires et qui permettent de faire avancer l'innovation et permettent de faire avancer aussi finalement l'entrepreneuriat, les entreprises et l'emploi, tout simplement. Parce que ça, c'est ce qui nous préoccupe aussi, nous autres élus sur nos territoires. Alors, l'innovation, les politiques publiques que l'on porte, les Fab Labs, les tiers-lieux, on a bien vu pendant la crise du Covid, l'importance des Fab Labs et des tiers-lieux. Je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y a une petite grande recrudescence du Covid. À l'heure actuelle, on n'en parle pas trop, mais bon, ça m'y fait penser. L'importance, effectivement, quand on a eu les imprimantes 3D qui ont servi à beaucoup dans cette crise que nous avons vécue, qui a aussi la mobilisation générale de tout le monde, l'importance de cette façon de penser l'économie différemment, cette nouvelle façon de pouvoir travailler. Alors, je vais être un peu chauvin et je vais quitter Toulouse Métropole parce que moi, je suis du Comminges.
Et à Saint-Bertrand-de-Comminges, il y a un tiers-lieu qui est porté, ça fera plaisir à la région, il n'y a personne de la région, ça tombe bien. Dans le Comminges, il y a effectivement un tiers-lieu qui est porté par INCO, Nicolas Hazard, qui a prouvé qu'un tiers-lieu peut fonctionner aussi à la campagne et dans des lieux qui sont magnifiques comme Saint-Bertrand-du-Comminges. Donc l'utilité, de ces lieux, de ces tiers-lieux, l'utilité d'avoir cette communauté de makers qui nous aide finalement à traverser les évolutions et l'innovation sur nos territoires, l'utilité à l'heure de ChatGPT et de l'IA et de la cybersécurité de dire aussi qu'il y a des métiers qui sont des métiers du quotidien, des métiers qui sont importants, de revenir un peu aux fondamentaux de la construction, de l'artisanat, de l'ESS, on en a parlé tout à l'heure, et vous allez en reparler aussi. L'utilité d'impliquer le collectif, les citoyens, pour faire avancer les causes sur lesquelles on croit et pour finalement travailler sur cette ville durable, innovante, cette ville de demain qu'on aime tous, qu'on aimera tous. Quand je dis ville, c'est ville, village, campagne. C'est vraiment cette vie de demain qu'on veut créer à l'heure où finalement on est happé par les GAFAM, on est les grands groupes, on est vraiment dans une dynamique où il faut toujours plus de productivité, toujours plus de réactivité. Alors on sait faire aussi en local, on sait faire aussi avec des gens géniaux, avec des ingénieurs, avec des makers, avec cette communauté. Et nous, on est très fiers, tous Métropole, de vous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup Bertrand. Et de ton côté, Émilie, ça serait quoi l'innovation? Et en plus relié avec la politique publique. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça dans la voiture en venant de mon petit village. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est l'innovation. Parce que l'innovation, ça serait faire quelque chose qui est nouveau. Et hier, on recevait le réseau des MJC. Et vendredi, on était avec le réseau des foyers ruraux. Et finalement, on se dit, mais en quoi on est si nouveau? Parce que des vieilles fédérations, des vieux réseaux qui s'occupent de la société au sens très large, qui s'occupe de faire du lien social, qui s'occupe des zones rurales, en fait, il y en a plein, il y en a déjà. Donc, en quoi on est différent, en quoi on travaille différemment? Et en fait, je pense que c'est cette porosité qui est différente. C'est-à-dire qu'au-delà du concept de tiers-lieu, où effectivement, on ne peut s'auto-proclamer tiers-lieu, ça veut dire tout et rien. Au-delà de ça, il y a cette envie, et je reviens à ça, d'horizontalité, en fait, d'enlever les portes entre telle fédération, tel groupe, tel réseau. Lui, c'est une entreprise, donc on ne va pas travailler avec. Lui, c'est une municipalité, donc forcément, on ne va pas se comprendre. J'ai l'impression qu'en termes d'innovation sociale, si on part du point de vue de ce qui se passe dans le Comminges, notre cheval de bataille, il serait là, en fait, dans cette idée de vraiment faire ensemble et de se mettre à table ensemble. Et ça rejoint justement les politiques publiques, comment on peut aussi être acteur. Je me rappelle, il y a 4 ans, quand on était en train de monter la cafetière, on était allé voir notre communauté de communes et on a parlé à une agente de notre projet, et puis elle nous a dit « Ah non, mais les tiers-lieux, c'est nous, en fait. Et vous êtes plutôt culturel, ça sera le département qui va s'occuper de vous. » En fait, on ne cherche pas quelqu'un pour s'occuper de nous. En fait, on a envie d'être un acteur à part entière. On est un groupe de citoyens, on représente un village, on représente des envies, des besoins. Ce n'est pas nous ou vous, c'est ensemble en fait qu'on a envie de travailler. Et donc pour moi, l'innovation sociale, elle est vraiment là. C'est-à-dire que les foyers ruraux, ils partagent leur catalogue de formation gratuite avec notre réseau en Comminges, même si on n'est pas membre. Et pour moi, c'est ça, en fait. Innover, c'est décloisonner. Top. Et on peut passer maintenant à Gilles pour la même question. Ah, parfait. Oui, bonjour à tous. Pour parler de ça, il faut d'abord situer peut-être notre village à Arvieux, 800 mètres d'altitude, 800 habitants, sur le plateau du Lévézou, en pleine zone de revitalisation rurale. Normalement, c'est cuit. Et non, en 98, vous avez ce village qui sait accueillir 4 jeunes qui sortent de l'INSA de Lyon, avec un diplôme d'ingénieur, qui cherchent un endroit pour créer leur start-up. Il lance un appel, le seul village qui répond, c'est Arvieux. Donc là, vous avez déjà le départ d'une aventure. C'est trop long à raconter, mais le fait d'être là, déjà, c'est super pour moi parce que ça me replonge dans l'aventure. Donc, pour vous expliquer ça, c'est-à-dire que du coup, vous avez une entreprise qui va grandir et à côté, vous avez une municipalité, une mairie qui
à côté, avec sa politique d'accueil, vous voyez, ça se voit déjà d'entrée, son côté innovant, le fait d'être déjà sur un terreau fertile. Il faut savoir qu'à Arvieux, c'était déjà très dynamique au niveau culturel, social. Donc vous avez déjà un endroit où c'est possible et où ça va se réaliser. Nous, au départ, on ne sait pas si on va faire un tiers-lieu, sauf qu'on avance, on chemine, l'entreprise se développe, le numérique, pour nous, ça devient un outil. Le numérique, ce n'est pas le but. Le numérique accompagne la démarche, il est au service de la démarche, il nous fait aller plus vite, il nous permet de nous démarquer des autres, d'atteindre l'objectif, de créer ce tiers-lieu qui va arriver en finale. L'inauguration a eu lieu en 2020, donc il faut voir que c'est 20 ans de travail, d'implication, de personnes, de gens qui viennent d'ailleurs. Donc il faut savoir ce que c'est quand on accueille des gens qui ne sont pas du village et qui apporte toute cette nouveauté, cette innovation. Première réflexion du conseil municipal, quand on nous dit pourquoi vous prenez ces jeunes, on dit nos jeunes nous s'en vont. Donc, s'il y en a qui, toi tu ne crois pas en ton territoire, d'autres arrivent, ils y croient, il faut les prendre. C'est là où ça se joue. C'est dans toutes ces relations, dans tous ces contacts, dans tous les... Des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on a quand on est dans un espace, dans un territoire, et les gens qui viennent nous font connaître un peu la richesse de notre territoire. Donc après tout ça, on chemine et on arrive à... C'est trop long à raconter, mais on arrive à un moment, encore un autre événement, c'est une démarche participative. C'est-à-dire on enclenche en 2014 la population, après les élections, dans une démarche participative avec des conseils villageois sur une thématique, sur un but de faire ensemble, avec différents thèmes propres au village, bien sûr, et après surtout sur cette idée de faire un espace où on va pouvoir mélanger les compétences, les personnes de tout genre. C'est un projet intergénérationnel, c'est un projet innovant, juste par sa simplicité, je pense. Voilà. Donc, ce tiers-lieu, il se construit. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a souvent bricolé. C'est-à-dire, vous voyez, au départ, on n'a pas d'argent. On demande juste une pièce avec 4 prises, on la donne aux jeunes. Après, on avance petit à petit. On ne fait que des choses toutes simples. On n'a pas encore pris le niveau de l'investissement. Après, on ne s'est pas encore engagé dans les recherches de financement. Mais par contre, elles vont arriver tout simplement parce que notre projet, on a su le porter au niveau des institutions, des financeurs. On a une astuce assez infaillible, c'est qu'on passait par le bas, c'est-à-dire on montait par les gens qui travaillent dans les services, qui vont travailler sur le dossier. On a ce côté-là de peut-être faire attention aux gens. Du coup, par ces gens-là, on n'a pas systématiquement tapé à la tête. On a tapé dans les gens qui travaillent. Du coup, on les a invités pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Du coup, notre dossier, quand il est arrivé, il était souvent un peu plus haut que les autres. Il passait un peu avant les autres, peut-être. Parce qu'on avait su convaincre déjà ces personnes qu'il fallait nous aider sur ces projets. Et après, on a été super bien accompagnés, peut-être grâce à cette méthode, je ne sais pas si c'est ça, ou à notre spontanéité, notre façon de faire, je ne sais pas. Mais le projet a été super bien accompagné par tout le monde, quoi. Voilà. Mais c'est très long à raconter, là, je vous simplifie tout ça, parce que ça demande... Il faut savoir ce que c'est une démarche participative. Donc j'ai été élu en 2014, j'ai fait ça pendant 6 ans, je ne me suis pas représenté en 2020. Mais il faut savoir ce que c'est une démarche participative. On en entend beaucoup parler dans les élus, même à haut niveau et tout. Sauf que quand tu le vis de l'intérieur, du coup tu donnes l'avis pas qu'à 15 élus, à toute la population, mais en définitive, il y en a 80-100 personnes qui sont venues dans les conseils villageois. Du coup, vous avez des avis qui viennent de partout, ça part dans tous les sens. C'est le cas de le dire, dans la mêlée, vous ne savez plus où vous habitez. Là, hein. Mais à un moment, ça sort, il y a une idée qui sort, le ballon sort si on veut. Et là, le maire, il doit décider. On doit décider. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, quoi que tu fasses, que tu fasses participer les gens, que tu donnes des avis, à un moment, il faut trancher. Et c'est très compliqué parce que tu es obligé plus ou moins de ne pas toujours contenter tout le monde. Mais tu as un peu plus de légitimité parce que tu as demandé l'avis. Donc, tu as fait une synthèse et tu arrives, je pense, à faire les choses. Ça accélère beaucoup les choses. C'est peut-être ça qui nous a permis, en 6 ans, de faire tout ce qu'on a fait. Parce qu'on a été plus légitime, on a foncé. Moi, personnellement, j'étais engagé, mes collègues aussi. On était des élus convaincus. C'est sûr qu'il faut vraiment être... faut y être à fond. Il faut un objectif. Ça s'appelait Arvieux 2020. Juste pour vous dire ça. 2014, on dit Arvieux 2020. On va là. Terminé. Tu ne peux pas embarquer des gens dans une démarche participative si
Tu les prends, voilà, c'est rigolo, c'est bien, c'est sympa, tout. Sauf qu'il faut qu'il y ait un but, il faut que ce soit concret. Donc, c'était pas évident, je vous garantis. En 2017, en plein milieu, on n'avait déjà que des cartons, que des maquettes. On n'avait pas encore le projet. Il restait 3 ans. Bon, après, on a su faire en sorte que ça se réalise et que concrètement, on réalise des travaux et on a pu inaugurer le Jardin d'Arvieux en 2019. Voilà, c'est ça un but. Je pense que le Arvieux 2020, c'était d'avoir des buts comme ça. Voilà, c'est important. Bon, ça fait peut-être aller un peu vite, ça fait peut-être oublier des choses. Enfin, bon, on ne fait pas tout parfaitement, mais c'est important, je pense. Voilà. Tout ça pour dire que c'était un projet super incroyable même. Mais c'est pas fini, il y a encore des choses qui arrivent derrière. Et voilà. Mais c'est pour dire que l'énergie, voilà, on ne peut pas donner ça tout le temps. C'est une course de relais. Tu passes le témoin, il faut que celui qui arrive il soit aussi motivé que toi, et ainsi de suite. Un élu, il n'est pas là pour rester, quoi. Bon, il est là pour donner dans un temps. Voilà. C'est top. Et après, pour les jardins d'Arvieux, au moment de la constitution du nouveau réseau des Tilleuls d'Occitanie, c'était un des lieux les plus moteurs et avec des personnes motrices pour aller dans ce réseau-là et transmettre des choses. Et ça nous a servi énormément, qu'on venait de tiers-lieux de campagne, de ville, etc., etc. La question qu'on peut se poser maintenant, et quand on voit tout le panel, c'est que les tiers-lieux, cette notion-là, cet objet tiers-lieu, il s'est emparé de tous les domaines. En premier lieu, c'est des communautés, des citoyens, citoyennes, des entrepreneurs, entrepreneuses, le corps économique qui crée un lieu. Des fois même, c'est la collectivité qui va créer le lieu. Donc il y a cette volonté-là, il y a une première base, et on voit après que dans toutes les politiques publiques, on va les retrouver. Dans la commune, dans l'interco, on va le retrouver dans la métropole, dans la région, à l'État, et maintenant même à l'Europe, cet objet tiers-lieu. Et on peut se demander pourquoi c'est cet objet tiers-lieu qui a été choisi pour penser l'innovation dans les pouvoirs publics. Et c'est ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire vraiment quelque chose de très tiers-lieu. On va faire ensemble un tour d'horizon, en commençant par moi-même, qui vais représenter Nadia Pelfi, qui s'excuse de ne pas être là, donc vice-présidente en charge de la formation maintenant, et à l'époque du numérique et de l'économie pour la région Occitanie, et qui a porté avec les acteurs et les actrices la dynamique de la Fab Région, puis après du réseau des tiers-lieux. Là, il faut se replonger en 2016. Ça fait depuis 2009 que le premier lab labellisé par le MIT, Artilect, a tapé à la porte et a diffusé plein de Fab Labs et d'espaces du fer de partout en Occitanie. On est tous heureux et d'un coup, des citoyens, des citoyennes, des entreprises se réapproprient l'appareil productif pour faire ensemble. Que fait la région à ce moment-là ? Et en travaillant avec Toulouse Métropole, qui était plutôt sur la Fab City, donc sur l'échelle métropolitaine. Déjà, ça s'associe et on discute. Pour une fois, la question, le problème identifié, et c'est comme ça qu'une politique publique est menée, on identifie un besoin, un problème auquel on va répondre, venez du corps civil et du corps socio-économique. On l'identifie, ces lieux sont partout, des MJC deviennent des Fab Labs, etc., etc. On l'identifie et on va mener ensemble une expérimentation et on va aller chercher un nouveau label. Il y avait le concept des Fab City. Une Fab City, c'est un territoire, ce qui est dit par notamment la Fab City de Barcelone. Donc c'est Thomas Diez, qui est un designer. Il dit la bonne échelle pour produire, c'est celle de la ville. Il faut connecter tout le monde et il faut pouvoir être globalement connecté. En gros, on va produire de manière très localisée et on va partager des fichiers et tout le monde va rayonner ensemble parce qu'on va mutualiser, etc., etc. Nous, on dit oui, c'est la métropole, mais c'est aussi le département et surtout, c'est la région. Le label n'existe pas, on va créer un label, on va créer un nouveau cadre légal pour créer un réseau et c'est la naissance de la Fab Région. Depuis, c'est quoi ? C'est 50 lieux qui ont été aidés, c'est 9 millions d'euros qui ont été donnés et pour avoir été dans les jurys d'évaluation, des fois avec des erreurs, mais des erreurs acceptées. Ça veut dire que oui, ça faisait partie du process, on s'est trompé et c'est comme ça qu'on peut changer. Et c'est un moment où le résultat, un des résultats, et ça continue, pendant le premier confinement, énorme crise, il n'y a plus d'objets sanitaires. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, et notamment en Occitanie, on a vraiment été le fer de lance, se met en place en moins d'une journée l'idée de faire des prototypes de masques et de visières. Le résultat, 3 millions de masques, 3 millions de visières ont été produites par les acteurs et les actrices de la région Occitanie et plus de 80 000 masques.
Le problème était fait et après on était allé voir des industriels pour faire de la série. Et ça, on a pu le faire parce qu'il y avait un terreau fertile et on a pu poser, on a fait de l'open innovation, on a fait de l'innovation agile, on a produit, on a fait de la mini-série et tout ça avec le soutien aussi des collectivités. Et ça aussi, c'est la question de la souveraineté, de l'appropriation, de comprendre pourquoi on produit et comment parer à l'urgence. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire tout un tas de choses parce qu'il nous reste juste maintenant à changer nos façons de produire et consommer. Et je pense que c'est ça qu'aurait dit Nadia Pelfig, parce qu'elle adore les Fab Labs. Sur la question des tiers-lieux, c'est exactement la même chose. C'est comment je remets l'objet public, qu'il soit social, culturel, je le remets à la fois à la collectivité, aux acteurs socio-économiques et aux citoyens et citoyennes, et je vois en fait ce qui se passe. Tout ça est connecté, et d'un coup, j'ai quelque chose qui répond à un besoin, qui est agile, qui peut évoluer et qui peut penser. Ça aussi, elle l'aurait dit. Je passe à Alan. Est-ce que tu peux nous dire, du côté de Station A et de Rodez, pourquoi l'objet tiers-lieu? Quand tu m'as envoyé tes questions, hier soir, tu m'as demandé de faire un témoignage de l'expérience Station A. Et compte tenu de l'expérience de notre projet qui avait tous les voyants verts, on était 84 résidents, 25 salariés, on faisait presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on pensait que tout était parti et tout s'est arrêté d'un coup. Je me suis dit, je ne vais pas faire que l'expérience de Station A dans les haras de Rodez, mais je vais te parler des différentes expériences qu'on a acquis au sein de Station A et de ce lien avec les collectivités. Ce qu'on a pu acquérir avec ces 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de vie maintenant aujourd'hui, c'est d'avoir ratissé un peu le territoire et d'avoir pu accompagner, aider un certain nombre de projets où on a pu se rendre compte que la collectivité, la puissance publique était capable de faire avec. Et je pense à des projets comme Murviel où on voit une maire intégrer une association de préfiguration et faire confiance à un collectif. Là, on travaille beaucoup à Villefranche-de-Rouergue sur une collectivité qui en est déjà à sa 4e cycle, dont des cycles sur les énergies renouvelables, et qui nous fait confiance et qui nous demande de venir l'assister sur la revitalisation du centre-ville, sur les questions d'intergénérationnel, de DevEco, sur la mixité, sur le développement de la culture. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'opérer. Et nous, les tiers-lieux, je pense, et puis je peux vous l'affirmer pour ceux qui ne connaissent pas les gens qui sont aujourd'hui membres de la Rosée, on a cette intelligence de vouloir faire avec. Alors bien sûr, il y a encore des collectivités sur lesquelles il y a une pédagogie à apporter. Il y a encore des gens qui pensent que si on fait un tiers-lieu, leur ville va passer pour une ville déshéritée. Mais nous, on est là pour accompagner cette dynamique. Et aujourd'hui, on a la chance vraiment de voir, tu as parlé de la région Occitanie, Antoine Pelfig, mais le SGAR, la NCT aussi nous a fait confiance et on a pu faire émerger des nouvelles formes d'organisation. La Rosée est une de ces nouvelles formes. Le réseau régional, et notamment dans son groupe de travail tiers-lieux et pouvoir public, on essaye de faciliter, on essaye d'améliorer la relation entre ces ovnis de la politique publique et la doctrine nationale ou locale. On est en train de mettre en place des services à destination des tiers-lieux, comme les hotlines, justement, quand on se rend compte que les relations se tendent, des visites apprenantes pour les élus, pour vraiment les sensibiliser au faire avec les collectifs, pour leur montrer que ça peut fonctionner, pour leur montrer que ça peut être riche d'apprentissage et de développement de projets. On a aussi, la première a lieu demain, c'est Odile Kirchner-Asset qui l'a fait, des formations auprès des élus qui vont se tenir. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est une génération, les gens qui avons... Alors, on est de tous âges, mais il y a quand même un gros cœur des gens qui produisent des tiers-lieux qui sont entre 30 et 40 ans, souvent une première expérience professionnelle réussie, et qui se disent... Enfin, en tout cas, c'était notre cas à Rodez. C'était le témoignage que je voulais livrer. Nous, on est des gens qui avons baroudé un peu partout dans le monde ou un peu partout en France, qui avons eu le désir de revenir en Aveyron en se disant c'est vraiment un super territoire, mais il nous manque quelques équipements, mais il nous manque quelques soutiens. Eh bien, tant pis, faisons-les. Et on avait envie de s'approprier notre territoire, on avait envie d'apporter ces services et ces évolutions à notre territoire pour faire en sorte que les gens se fixent et s'épanouissent dans nos territoires. C'est avant tout ça la volonté de Station A au travers du projet qu'on avait lancé, sa renaissance. Aujourd'hui, on a un nouveau projet
avec notamment le développement d'une école du numérique, parce qu'on se rend compte que nos copains entrepreneurs, que nos copains qui sont formés, s'ils veulent pouvoir continuer à recruter des cadres et à former des gens sur le territoire, il faut aussi les accompagner sur ces problématiques-là. Enfin voilà, on va rebondir toujours en étant à l'écoute du territoire et en essayant de faire les choses dont on a besoin, dont on aurait envie sur notre territoire. Merci beaucoup, et tu l'as évoqué. Est-ce que, Benoît, tu peux nous parler un peu de ce qu'a fait l'ANCT et après opéré par le SGAR sur les fabriques et les manufactures de proximité, s'il te plaît? Oui. Donc avant ça, ce matin, il y avait Carlos Moreno qui était présent ici, que certains ont entendu, qui est urbaniste, créateur du concept de la ville des 15 minutes, et qui nous invitait à lire L'éloge pour une métamorphose d'Edgar Morin, publié en 2010, donc je l'ai lu, comme je suis bien discipliné. Et c'est assez intéressant ce qu'il explique en 2010, donc que en fait, le système Terre court à sa perte, que soit on se désintègre finalement, soit on se métamorphose. Et en 2010, il parle du péril nucléaire, de la privatisation du nucléaire, il parle de la biosphère qui disparaît, il ne parle pas encore du changement climatique comme on en parle aujourd'hui, il n'a pas eu la crise sanitaire. Et donc c'est vrai que si on rajoute tout ça, enfin, le texte prend un certain pouvoir, et dans cette métamorphose, à un moment donné, il est tiers-lieu. D'ailleurs, il évoque ces lieux d'initiative locale qui sont en train de naître un peu partout, qu'il faut les mettre en réseau. Et là, on est quand même un peu dans ce sujet, donc je vous invite évidemment à le lire. Et pour moi, c'est ça, les tiers-lieux, c'est vrai que on arrive à faire une métamorphose du système. Et alors la difficulté, c'est que ce n'est pas une politique publique en soi, aujourd'hui, pour nous, État en tout cas. On a la crise sanitaire qui est passée par là et le plan de relance qui est passé par là, donc on a pu financer. Mais avant ça, c'était compliqué. Alors, Arvieux, vous étiez les pionniers. Donc, effectivement, vous avez eu des financements parce que pionniers. Et avant la crise sanitaire, clairement, c'était compliqué au niveau de l'État de faire financer des tiers-lieux. À l'époque, on parlait de télétravail. On n'y arrivait pas. Personne n'y croyait. Bon, là, on voit que la crise sanitaire est arrivée. Maintenant, les choses... on a besoin de ces lieux et on a nos politiques qui commencent à les financer. Le plan de relance est passé par là. On a financé 33 fabriques de territoire. On a financé 15 manufactures de proximité qui sont des fabriques plus axées artisanat, dans la logique de on remet de l'artisanat, de la production locale dans les territoires. Et là, on a on a un appel à projet en cours sur un petit financement sur des fabriques encore de territoire qu'on va labelliser, 8 nouvelles fabriques. Là où je dis que ce n'est pas une politique publique, parce que c'est pas pérennisé. C'est sûr qu'on n'a pas de visibilité sur est-ce qu'on va refaire l'année prochaine, l'année d'après, etc. Et puis c'est tellement transversal. Ça touche à l'ESS, ça va toucher à l'inclusion numérique, ça va toucher à l'économique, ça va toucher à tellement de sujets divers, culturels, que en fait, est-ce que c'est des lieux qui doivent se mettre dans des politiques publiques déjà existantes, comme l'appui à la politique culturelle, qui est une politique publique fortement soutenue, l'appui à l'ESS, ou est-ce qu'on en fait une politique publique à part entière? C'est vrai qu'on en est encore... à l'issue du plan de relance, on se cherche encore un peu, je pense. Et c'est là où on a le lobbying des élus et des associations d'élus, d'ailleurs, qui peut jouer au niveau de nos ministres. C'est là où on a besoin de pionniers comme vous, monsieur le maire d'Arvieux, qui avait éclairé quand même et soutenu, montré que c'était possible. Association de tiers-lieux, etc. Voilà, on a besoin de toutes ces forces pour arriver à en faire une vraie politique publique pérenne, je pense. Le message est entendu. Et on pourra continuer. Émilie, est-ce que tu peux nous dire aussi, toi, en quoi tu penses que c'est... pourquoi c'est l'objet de tiers-lieu qui a été choisi par une partie des pouvoirs publics pour changer le monde? Je pense que ça vient de sa forme, en fait, de sa forme qui n'a pas de forme, et de sa flexibilité, justement, agilité à être un peu partout. J'entends aussi beaucoup cette histoire de lieu en tant que lieu physique. À Aurignac, en fait, quand on a monté ça, on est des copains d'enfance, on habite là. On ne se dit pas qu'il n'y a rien, on ne se dit pas qu'on va amener quelque chose. Il y a déjà tout, en fait. Il y a surtout des gens qui sont dans une 50aine d'assauts pour un village de 1200 habitants. Donc, on ne va rien inventer. Mais par contre, il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de lieu physique, déjà. Il n'y a pas de maison des assauts. Il n'y a pas de lieu où, potentiellement, tous ces acteurs peuvent se trouver. Donc, déjà, en termes de concret, oui, de lieu, ça permet ça, finalement, en ruralité, mais pas que. Et je pense que vraiment, à l'intérieur, nous, on a construit ça, comme une boîte à outils, de se dire, les portes sont ouvertes,
vient qui veut et allons-y, en fait, on tire les fils. Et puis au fur et à mesure, on se rend bien compte que il y a 4 ans, il n'y avait pas la cafetière. 4 ans plus tard, elle est là et il y aura un espèce de trou, quoi. C'est pas parce que nous, on l'a montée, mais si on enlève la cafetière, il se passe quoi, en fait? Et c'est ça, en fait, le sujet. Sauf que il y a encore évidemment cette question des financements, hein, ça a été abordé. Bien sûr qu'idéalement, on aimerait tous être autosuffisants, mais ça, on est loin d'y être tous. Et c'est peut-être même pas souhaitable, en fait. En tout cas, la dernière fois qu'on a fait un comité de pilotage à la cafetière, où on tirait un peu la sonnette d'alarme de et si la cafetière n'existait plus? Et là, on avait toutes les représentations hein, de toutes les collectivités, et puis c'était oui, ce serait dommage quand même. Et oui, et donc, comment on va plus loin en fait? Et je pense qu'en fait, il y a aussi ce côté un peu pushy, ce côté décomplexé aussi des tiers-lieux de dire là, on est là, quoi. On est là sur le territoire, on est là, les citoyens, les habitants. On vous a en face, entreprise, collectivité. Comment on fait en fait de forcer aussi le dialogue et de forcer, dans le sens que vous dites aussi, hein, de dire on doit tous s'asseoir à la table puisque les enjeux ils sont les mêmes pour tout le monde. Et je pense que voilà, les tiers-lieux, ça représente toutes ces potentialités, ce côté décomplexé, ce côté multiforme, ce côté aussi multicompétence. On voit bien dans les collectifs des tiers-lieux qui sont toujours là après quelques années, qu'il y a aussi cette diversité des profils. À la fois, il y a de la culture, il y a du social, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des artisans. Et c'est ça aussi qui fait la richesse. Pour moi, ça serait ça un peu un début de réponse. Et puis surtout, il n'y a pas une définition du tiers-lieu. Donc ça permet aussi en fait cette réflexivité permanente de dire on peut aller là, on peut aller là. Pourquoi on irait là, pourquoi on n'irait pas là? Et de toujours se remettre en question. Et ça, je pense que vu les enjeux actuels, c'est primordial. Merci beaucoup. Et toi, Elsa, avec les lieux totems de l'ESS de Toulouse Métropole? Oui, je vais rebondir à ce que tu évoquais à l'instant, à quel point est-ce que les collectivités peuvent agir aussi sur la pérennisation des tiers-lieux. Donc là, avec plutôt l'angle économie sociale et solidaire, hein, vous l'avez compris. Donc, je pense qu'on est tous d'accord, ces tiers-lieux, ils rassemblent, ils fédèrent, ils dynamisent un écosystème local, etc. Donc là, nous, la question s'est posée, en fait, de un peu essayer de catalyser ça et de vraiment donner une dynamique, en fait, à tous ces tiers-lieux autour de l'ESS qui peuvent exister sur le territoire. Et donc, on a créé un programme, donc, des lieux totems de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre, donc, pour innover dans le cadre de la politique publique de la métropole. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ce programme des lieux totems? L'objectif, en fait, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces lieux, les financer aussi, d'une manière, et pouvoir vraiment leur donner un label en termes de reconnaissance aussi de ce qui est fait sur le territoire, avec aussi un programme d'animation entre les lieux. Donc là, on est vraiment sur la coordination entre ces différents lieux totems pour leur permettre de créer des dynamiques entre eux sur le territoire. Voilà. Ce qui est assez vertueux parce que donc, nous, on essaye de dynamiser ce lien entre les tiers-lieux, mais les tiers-lieux aussi dynamisent au niveau du territoire et des acteurs de l'ESS. Donc on est vraiment sur le cercle vertueux. Donc au niveau du label, il y a 6 lieux totems de l'ESS qui ont été labellisés, les Imaginations Fertiles, le Fil, Albert Fontaine, Eden, le pôle ESS des Herbes Folles, les imbriqués. Les imbriqués, oui, les imbriqués, les halles de la cartoucherie et le Rose Lab. Le Rose Lab. Voilà. Donc c'est un premier temps. Après, il y aura aussi potentiellement des lieux qui seront marqués comme escale, ESS, scale. Voilà, donc qui aussi représentent l'ESS, mais qui ont aussi une dynamique autour de l'ESS, mais peut-être un peu moins importante que ceux que je viens de citer. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de valoriser toute cette dynamique collective qui est créée par ces tiers-lieux, parce que le faire ensemble, oui, ces tiers-lieux, on est en plein dedans, hein, comme vous l'avez compris. Et dans le cadre aussi notamment de la dynamique qu'il y a sur le territoire de Toulouse Métropole Impact, donc le collectif de 22 acteurs autour de l'ESS qui travaillent pour mettre en valeur les projets de l'ESS, pour les accompagner et pour faire en sorte que l'ESS trouve sa place sur le territoire.
Et donc, dans le cadre de cette labellisation des lieux totems, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur ces tiers-lieux, de les faire travailler ensemble et de faire en sorte que, qu'ils soient pérennes dans le temps et qu'ils puissent vraiment porter toutes ces actions innovantes, apporteurs de richesse au niveau du territoire sur le long cours. Ils travaillent déjà énormément ensemble, notamment par l'organisation de la tournée des lieux totems qui va commencer début octobre. Donc n'hésite pas à suivre sur le LinkedIn de Toulouse Métropole Impact un peu les informations sur les différents lieux totems de l'ESS qui vont organiser des événements vraiment propres à leur ADN aussi, par exemple autour de l'alimentation, autour de l'inclusion, etc. Et ils travaillent aussi sur des projets très concrets, comme dans le cadre de la labellisation, en fait, la création de totems en fait, d'information en bois, où il y a eu des ateliers, chantiers d'insertion, en fait, donc pour créer ce lieu totem autour de la signalétique, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller sur place à l'occasion de cette tournée des lieux totems, et puis même en dehors, c'est des lieux qui sont ouverts au public, comme tout tiers-lieu, et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir aller voir les dynamiques et les relations qui se créent sur chacun de ces lieux. Voilà. Merci beaucoup. Elsa. Gilles, tu le disais un peu, c'est que vous étiez précurseur, mais de ton côté, pourquoi le tiers-lieu à Arvieux est apparu et en plus reste et continue? Oui, par rapport le jardin d'Arvieux, mais je vais rien inventer, c'est ni une entreprise, ni une collectivité, ni une association. C'est ça un tiers-lieu, c'est les trois à la fois. C'est-à-dire, grâce à cet espace, on a l'entreprise qui est dans les étages. C'est l'entreprise Lightis. Ils étaient 4, je vous avais dit au début, maintenant ils sont une vingtaine. Dans l'espace, en 3 étages, dans ce couvent, vous avez aussi une dizaine de personnes en télétravail, en espace de coworking. Vous avez des entreprises liées à l'agriculture. Il faut savoir que quand même ce projet il a été réussi parce qu'il y avait un lien avec l'agriculture. On est quand même un milieu rural. L'économie principale, c'est l'agriculture. Pour le valider, il a fallu au moins... C'est sûr qu'il fallait qu'on touche ces gens-là. Et ils ont plus que touché, puisqu'on a créé des ventes de produits en ligne. Vous savez, les locomotivés, peut-être vous en avez entendu parler. Vous pouvez, grâce au numérique, commander vos paniers et être livré dans différents espaces locaux dans le département. Vous avez aussi un GIE de producteurs de lait de brebis bio qui s'est installé, où il y a 30 ou 40 producteurs. Et leur siège social est là. Donc vous avez de l'économie qui se fait autour de tout ça, avec des accompagnements, des aides notamment dans la région, très fortes, qui sont arrivées. Vous avez donc après la collectivité. À côté, vous avez une cyberbase, une médiathèque, une maison France Service, un office de tourisme. Tout ça géré par la mairie, par des emplois gérés par la mairie. Vous avez les associations grâce à la salle culturelle qu'on a fait avec 100 places. Vous pouvez faire de la culture, de l'animation. Tout ça, c'est ce mélange. C'est ça qui fait que les gens viennent. Et les gens qui viennent, en fait, je ne vais pas vous étonner, ce sont des jeunes surtout qui veulent venir. Des gens qui veulent changer un peu de vie, qui veulent voir autre chose, qui veulent essayer de vivre une vie autrement, et du coup avec des idées du jour, c'est-à-dire très écologiques, très sur le nouveau mode de vie. Donc vous arrivez dans un territoire comme le nôtre, c'est pas évident à faire passer, mais c'est des lieux où on va faire avancer le schmilblick. Ça ne sera pas par les grands textes, les grands messages là qu'on entend. Il faut faire ça, ça. Là, petit à petit, si on fait chacun le travail, notamment comme on fait chez nous, ces jeunes, ils communiquent avec... Nous, on fait le lien avec les gens du pays. Quand tu es du pays, tu fais le passeur un peu, si vous voulez. Du coup, tu fais rencontrer des gens avec les gens du territoire. Et du coup, les idées se passent. On arrive à convaincre petit à petit. On fait du travail. Je pense que on arrive à convaincre des gens qu'il faut changer de vie, faire autrement, voilà, partager plus. Voilà. Je veux dire, tout ça se fait dans le jardin d'Arvieux. C'est ça la finalité du tiers-lieu, je pense, de notre tiers-lieu. C'est toute cette démarche de convivialité, de partage, d'échange, de compétences. Quand je disais au départ, on a fait les compétences de tout ce qu'on a eu au départ, jusqu'en 2014, c'était des perles rares qu'on a eues. En définitive, le tiers-lieu, c'est la chaîne qui manquait pour faire un collier. En fait, c'est ça, le tiers-lieu, c'est des compétences avec un lieu qui va faire qu'on s'attache tous et qu'on on fait quelque chose un peu hors du commun peut-être, mais voilà, qu'on peut partager et faire partager à d'autres. Voilà. Merci beaucoup, c'est ça. T'es forte pour le collier, je le réutiliserai, je pense. Et toi, Bertrand, pourquoi, on l'a vu là avec les tiers de l'ESS, Toulouse Métropole est très actif sur
tout ce qui est la question des tiers-lieux, des Fab Labs aussi avec la Fab City. Pourquoi vous avez choisi cet objet-là? Et surtout, on était à chaque fois un peu les précurseurs, que ce soit pour Toulouse et l'Occitanie, par rapport au reste de la France. D'abord parce que Toulouse a toujours été précurseur en matière d'innovation, de par son ADN. Hein. Donc, effectivement, c'est une ville étudiante, c'est une ville de recherche, c'est une ville d'innovation. Et puis parce que les politiques qu'on a toujours portées ont toujours été portées avec une vision sur l'avenir de ce qu'on voulait de la ville de demain. Et puis, le tiers-lieu, finalement, se réinvente tous les jours. Et aujourd'hui, le grand projet de Toulouse Métropole de réhabilitation des friches derrière la gare, c'est un espace de tiers-lieu. Parce qu'en deçà du campus numérique du Grand Matabio, je le rappelle, 65 millions d'euros, 50 000 m² qui vont être consacrés au numérique, à la cybersécurité, à l'IA, il y aura tout un écosystème avec effectivement de l'ESS, avec effectivement les herbes folles, avec effectivement du logement, avec la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, pour laquelle on a vraiment beaucoup de sympathie et beaucoup d'intelligence collective avec ce qu'il dit, est-ce qu'il a écrit, est-ce qu'il a pensé, est-ce qu'il a propagé dans l'ensemble des villes du monde entier, pour dire qu'on allait faire finalement dans ce quartier plus de 300 000 m² de services, un tiers-lieu vivant, une petite ville dans la ville, cette ville du quart d'heure que l'on veut, que l'on souhaite pour les Toulousains. Et ça, on va retrouver tout ce qu'on vient de dire ici. On va retrouver du lien social, on va retrouver du logement, on va retrouver de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, on va retrouver de l'innovation avec bien sûr le campus, on va retrouver des gens, des vrais gens, qui vont vivre au cœur de Toulouse, derrière la gare, qui est quand même l'épicentre de Toulouse, avec les transports, avec les mobilités, avec la possibilité de venir par le train d'Aurignac, que je connais bien, et puis de venir du Comminges pour travailler dans un tiers-lieu. Il y aura des tiers-lieux, et il y aura le lieu totem qui n'a pas de nom encore, dans le premier bâtiment Impulsion qui va sortir dès 2024, où il y aura la mêlée, où il y aura digital, où il y aura tout l'écosystème ici finalement qui fait l'innovation sur notre territoire, et puis tous ceux qui voudront bien venir. Tout ça en lien et en réseau avec les autres écosystèmes qui existent déjà, avec la cité, il y a beaucoup de tiers-lieux à Toulouse. On participe à 26 tiers-lieux sur les 46 de la région. Donc à Toulouse, en tout cas, c'est très important et on facilite évidemment toutes ces politiques. Donc on crée un autre tiers-lieu, un tiers-lieu de vie au quotidien à Toulouse, dans la future troisième ville de France, on est en train de devenir la troisième ville de France, et tout ça avec une volonté politique forte de notre maire Jean-Luc Moudingue de faire en sorte que les Toulousains se sentent bien chez eux, qu'ils puissent travailler, qu'ils soient accueillants aussi, et qu'on retrouve cette mixité qu'on le souhaite tous, à la fois dans nos projets, à la fois dans notre vie quotidienne, et à la fois aussi dans notre façon de penser. Voilà, donc je crois que le plus important, c'est faire ensemble, c'est ce qu'on a dit, c'est ce monde des makers, c'est ça aussi, faire ensemble, parce qu'on est tous complémentaires, on est tous différents, et la différence, c'est ce qui fait notre richesse. Tant qu'on est ensemble, tant qu'on crée ensemble, on arrivera toujours à s'en sortir, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les grandes métropoles, et il faut tous travailler aussi dans le sens où ça va d'un côté, de l'autre, et cette richesse, il faut la partager, et on la partage dans ces tiers-lieux. Merci beaucoup et merci pour ce tour de table. Du côté du Rose Lab, donc, qui est un lieu de fabrication à Toulouse, nous aussi, on pense que l'objet tiers-lieu, il est important parce que, certes, on pourrait tout définir, chercher à comprendre ce qu'il est, mais c'est ce qu'il arrive à faire. Comment les personnes viennent se connecter à l'intérieur. Quand, par exemple, une collectivité rentre et va utiliser des machines, elle devient chez elle. Quand des citoyens-citoyennes viennent chez nous, ça devient chez eux, etc., etc. Et en gros, c'est un espace où on peut tout expérimenter et on va toujours faire ensemble. Tout ça, ce qui va être produit ici, va être connecté avec le reste du réseau et c'est là où ça devient intéressant et il y a un vrai levier. Quand des fois, moi, je me pose des questions de changer la façon de consommer et produire. Quand on est au Rose Lab, c'est un monde merveilleux. Tout le monde change ses pratiques, tout le monde essaie de faire du local, on se questionne pourquoi on achetait ça en Chine. C'est super, mais quand on regarde le problème planétaire, là, d'un coup, on se sent tout petit et on a peur. Et on ne sait pas comment on va faire. Et là,
qu'est-ce qui arrive? La Rosée, le réseau des labs d'Occitanie, l'ANTL, l'Association nationale des tiers-lieux. Et là, d'un coup, c'est pas juste le Rose Lab. C'est, tu l'as dit, il y a 26 tiers-lieux sur Toulouse. Et si je prends, par exemple, sur vraiment les espaces de fabrication, on est 3000 en France. Bah là, d'un coup, 3000 qui eux-mêmes ont une communauté de 100, 150 personnes. Par exemple, la note, c'est plutôt 300 et on espère arriver à 600. Tout ça, ça représente beaucoup de monde. Et ça représente aussi beaucoup de monde différent. Il y a des collectivités, des entreprises, et entreprises de toute taille, hein, de grands comptes jusqu'aux porteurs, porteuses de projets. Ça va être aussi et surtout des citoyens, citoyennes. Et là, d'un coup, on a tout le chaînon de la société qui va faire ensemble sur un endroit très localisé, qui va répondre à un besoin qui est le sien, mais aussi celui de son territoire, tout en étant globalement connecté. Et c'est là où, en fait, on arrive et que vraiment, maintenant, j'ai confiance, on va réussir à changer le monde et surtout, on va le sauver. Parce qu'il est question de ça maintenant. Voilà moi ce que je voulais ajouter. Et c'était le moment un peu cool. Mais ce que je me dis aussi, c'est que c'est la fin, on l'a dit, un peu des politiques publiques. Et c'est aussi le moment de faire des bilans. À la fois pour les pouvoirs publics, mais aussi pour nous qui sommes dans les tiers-lieux, que ce soit des collectivités ou des citoyens, citoyennes. L'idée, c'est quand même de savoir au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est à reprendre, qu'est-ce qui est à mettre. Et du côté aussi des collectivités, c'est d'évaluer, savoir quel a été l'impact qu'on a eu, etc. Et là, c'est ce qui se joue en ce moment. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est un tour de table assez vite, puisqu'on va commencer à manquer de temps, très rapidement sur, vous, quel est votre bilan de l'objet tiers-lieu, mais aussi quelle est votre projection. Qu'est-ce que vous aimeriez donner. L'idée, c'est quand même d'être en transparence. Si vous pensez vraiment que les tiers-lieux, mais je suis sûr que non, ne servent à rien, il faut le dire. Et ça ne sera pas grave. Et par contre, il faudra l'interroger parce qu'on a tous le droit de se tromper. Et peut-être que ça a permis autre chose. Tu le disais aussi, Émilie, il y a eu d'autres tiers-lieux. Pourquoi les MJC maintenant sont quasiment toutes des tiers-lieux? Parce qu'en fait, on a juste renommé quelque chose qui était déjà existant et on lui a donné un autre corps plus poreux. À toi, Alan, de commencer avec cette belle question. Est-ce que les tiers-lieux sont utiles ? Est-ce que les tiers-lieux, au moment de l'évaluation, quel bilan tu peux en tirer et quelle projection tu aimerais leur donner? Vaste question. Parce que mes réponses rapides. Ouais. Non, les tiers-lieux, les résultats des tiers-lieux, je crois que dès lors qu'on commence réellement à s'interroger sur l'impact qu'ils produisent sur les territoires, dès lors qu'on regarde quels effets ils ont sur la mixité, sur le vivre ensemble, sur la rencontre. Moi, j'ai l'habitude de dire que depuis qu'on est numérique, alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais dans un événement comme aujourd'hui, mais depuis qu'on est numérique, qu'on est planqué derrière notre PC, on n'a jamais eu autant besoin de lien social qu'aujourd'hui. Voilà. Et une des réponses, à mon avis la meilleure, mais ça engage que moi, c'est les tiers-lieux. Parce que les tiers-lieux, ils se forcent toujours à recréer cette mixité, à casser les gentrismes, à faire en sorte que des gens qui n'avaient pas prévu de se croiser se croisent. Et on a une organisation qui est en fait assez différente de tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'alors, des MJC, des associations culturelles et tout ça, qui créent des groupes autour d'une passion, qui créent des groupes autour d'une activité. Nous, notre modèle, il est justement inverse. Il est de dire, bon ben voilà, c'est un lieu, c'est une activité, c'est un bouillonnement, c'est un foisonnement, tout le monde y a sa place, et c'est à nous d'être vigilants justement de maintenir une place pour tout le monde, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on sorte systématiquement de notre zone de confort pour aller chercher des gens qui ne viennent pas naturellement. Évidemment, les bobos, ils viennent naturellement dans les tiers-lieux, on en fait partie, c'est très facile de les avoir, mais comment on va chercher les personnes âgées, comment on va chercher les jeunes, comment on va chercher les enfants? Eh ben, c'est à nous d'interroger nos modèles. Je pense que si on est sincère avec cette démarche, si on est toujours dans l'idée de s'ouvrir un peu plus, eh ben, on a une vraie réponse et on a un vrai bilan positif à transmettre. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Elsa. Ça va revenir. Ça revient, voilà. Alors je dirais en termes de retour d'expérience, c'est vrai que nous finalement ce programme de labellisation des lieux totems, c'est les mettre en lumière et puis montrer sa dynamique, et puis aussi c'était concrètement en fait avoir des solutions d'hébergement pour les structures de l'ESS du territoire et pouvoir formaliser des dynamiques entre les acteurs. Donc c'est tout ce dont on a parlé. Et puis finalement ce dont on se rend compte finalement au fil de l'eau, c'est aussi à quel point en fait
ça c'était un niveau plus macro, mais un niveau plus micro, à quel point les tiers-lieux en fait sont révélateurs en fait de besoins, parce qu'il y a ce maillage avec le territoire, parce qu'il y a ce mariage avec plein d'acteurs différents, et à quel point justement les tiers-lieux peuvent faire remonter des problématiques et des besoins du territoire pour après voilà, que les collectivités s'en emparent et déploient des politiques publiques en suivant. Donc vraiment, ils sont aussi à la source, non seulement pour mailler, mais aussi pour faire ressortir et animer le territoire et en faire ressortir des problématiques et des besoins de territoire. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé de premier abord et qui se révèle très très précieux, en tout cas pour nous. Merci beaucoup. À toi, Gilles. Oui, il y a pas mal de choses à dire. Donc juste par rapport, ça reste court quand même. Ouais, je vais faire vite, mais le tiers-lieu en fait d'Arvieux, concrètement, ça a été des familles qui sont arrivées. Donc vous avez compris, des gens qui sont venus pour travailler, pour créer leur job. Après, vous avez à côté de la cyberbase, vous avez les gens qui sont. Il y a 2 personnes employées. En fait, le problème du tiers-lieu, 3 ans après, c'est l'animation. Je vais y venir dessus parce que l'animation, c'est le plus important. Nous, on a réussi à faire l'animation depuis la création par du bénévolat au départ. Après, on a eu la chance d'être fabrique de territoire, donc d'avoir un financement lié à l'animation. Je pense que personne ne savait comment ça allait vivre un tiers-lieu. Même dans la salle, là, je ne sais pas, même les élus, je pense, un tiers-lieu, c'est un ovni. C'est quelque chose, on ne sait pas comment ça va vivre. Donc même nous, on ne sait pas comment ça va se passer. Le vécu fait qu'on sait comment ça peut marcher. Ce qu'il faut, le plus important, c'est l'animation. C'est d'avoir des personnes compétentes qui savent faire le lien et qui savent animer ces lieux. Je pense que du coup, il faut un accompagnement au niveau politique. Je pense qu'il doit être peut-être là, sur le vécu qu'on a à Arvieux. Je pense que, surtout peut-être dans nous, en milieu rural, on a peut-être besoin d'avoir cet accompagnement sur l'animation. Le fait d'être peut-être un peu laboratoire, expérimental, de voir ce que les gens viennent voir, un peu ce qui se passe dans ces lieux, où on peut partager et voir ce qu'on a fait ou pas bien fait. Après, au niveau politique, je crois que c'est quand même assez simple à comprendre. J'ai été maire, j'ai été élu. Quand tu fais un tiers-lieu dans un village, c'est pas palpable, c'est compliqué à faire comprendre aux gens. Vous pouvez pas, c'est très compliqué. Les gens du pays, d'Arvieux, ils voient du monde là-dedans, mais qu'est-ce qu'ils font? Si vous voulez, c'est difficile à faire comprendre. Donc pour un élu même du territoire, c'est compliqué. C'est compliqué pour valider ça, pour dire qu'économiquement c'est rentable. Il faut toujours expliquer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre comme ça. Et je pense que même pour la politique plus importante, au niveau d'une cité, les tiers-lieux, pour moi, c'est différent en ville et à la campagne. Mais les deux ont la solution pour l'avenir, je pense. La cité, avec les tiers-lieux de cité, je suis venu à l'inauguration de la cartoucherie et j'y suis revenu samedi pour passer une soirée. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans cet espace, je me dis que là, il y a un truc qui se passe. Je pense que pour les cités, le fait que les gens puissent venir, je sais pas, quelque part, c'est les enjeux qu'on a difficiles dans la vie des villes. Le tiers-lieu, ce genre de tiers-lieu peut être une solution. Voilà, je pense que c'est important. Et en milieu rural, c'est l'évolution, c'est l'émancipation que ça peut provoquer chez les gens. Ça peut décomplexer le rural. Donc politiquement, c'est super important. Le problème, les élus, ils ne peuvent pas s'approprier ça. Ça leur échappe parce que la gouvernance, elle se fait différemment. Et en politique, il aime avoir toujours la main dessus. Voilà. Donc merci le nœud, il est là. Voilà. Ouais, c'était top. À toi, Émilie. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est un bilan, mais récemment, je recevais, je ne sais pas si c'est pas le WIP à Caen qui ferme. Donc, qui a fermé. Donc, il y a aussi des tiers-lieux qui ferment. Il y en a plein qui se créent, mais il y en a qui ferment. Et donc, de ne pas oublier que c'est des ovnis fragiles et qui n'ont pas tous la chance d'être bien compris par leurs élus, d'être bien acceptés par les populations. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est par chez nous, il y a une autre ville un peu plus grande que Aurignac. Et on parlait là-bas avec la MJC, qui est aussi espace de vie sociale, / tiers-lieu, / tout ce qu'on veut. Et eux, le samedi matin, ils ont un petit café et il y a 20, 30 personnes qui viennent. Et ils étaient un peu déçus de dire, mais quand même, il y a plus de 2000 personnes dans ce village, dans cette ville, pourquoi ils ne viennent pas? Et un samedi ou dimanche, je sais pas, le directeur passe en voiture et voit des tablés de 800 personnes. Et c'était le repas annuel de l'association de rugby. Et donc aussi de se dire que, certes, les tiers-lieux, c'est génial, mais on n'a pas non plus le monopole de
de la convivialité, du lien social, et qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que les personnes ne viennent pas chez nous qu'elles n'ont pas leur propre réseau de vie sociale, notamment les associations sportives, mais pas que, et voire même pêche, chasse, etc. Et de se dire que l'idée, c'est pas que tout passe par les tiers-lieux, mais que voilà, les tiers-lieux soient parmi, toujours pareil, cette idée d'être à la table avec les autres, en fait, et qu'ensemble, on puisse mieux vivre. Merci beaucoup. À toi, Bertrand. Alors, là, il va vraiment falloir accélérer, quoi. Oui, alors, moi, je suis un élu ravi, parce que entre le Comminges, mon Comminges natal, et la Cartoucherie où je suis maire, merci, je suis flatté d'être à cette table ronde, j'ai bien fait de venir, parce que vraiment, je suis plein de joie. Alors, la Cartoucherie, c'est un exemple même de tiers-lieu qui est un vrai succès. Ah, voilà. Il y a eu près de 100 000 visiteurs le week-end de l'ouverture. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu la politique publique, le maire de Toulouse, Jean-Louis Modin, qui a préempté le lieu il y a très longtemps. Il n'était pas maire de Toulouse à l'époque, parce qu'il s'est dit, ce patrimoine historique de la ville de Toulouse, cette cartoucherie, cette usine, il faut la conserver et non pas la vouer ou la donner aux promoteurs. Et ça, c'est le rôle du politique. Protéger, innover, imaginez, c'était dans les années, je crois, 2001 ou quelque chose comme ça, il y a 20 ans. Et ensuite, la réussite du tiers-lieu, c'est le modèle économique. Parce qu'une fois que la collectivité elle a eu son pouvoir de préemption et de décider, on est là pour décider, il faut trouver un modèle économique. Et le modèle économique, c'est le collectif Cosmopolis, qui a, avec évidemment des financements publics, privés, a mis en place cette réussite, ce tiers-lieu, qui est un lieu familial de rencontre, où on peut manger, où il y a du footing, de la culture, du sport, de l'activité. Et quand vous allez dans mon quartier le week-end, où peu de gens allaient avant, maintenant ils viennent de plus en plus, ils y vont en famille, qu'ils soient du quartier, ou qu'ils soient de la métropole, ou qu'ils soient d'autres quartiers de Toulouse, et ils viennent pour passer un moment entre amis, pour s'intéresser à la construction de la ville, pour faire de l'escalade avec les enfants, pour faire du sport, et on y passe un moment très agréable. Et c'est ça finalement, cette connexion entre différents milieux, entre différentes initiatives, entre le sport, la culture, il y a une librairie aussi, la culture, le fooding, tout ça, ça fait de la convivialité. Et cette convivialité, ça fait aussi la réussite. Et puis derrière, il y a aussi un modèle économique. Parce que le vrai problème du tiers-lieu, c'est aussi, on dit, il n'y a pas de politique publique, il y a des politiques publiques d'aménagement du territoire, celles qu'on porte, mais la politique publique, elle n'est pas là parce qu'il n'y a pas forcément, malheureusement, ce n'est pas un gros mot, un modèle économique, et qu'à un moment ou à un autre, que ce soit à Aurignac ou que ce soit à Toulouse, dans la cartoucherie, il faut à un moment ou à un autre pouvoir continuer, et les pouvoirs publics sont là pour aider, mais il faut de plus en plus trouver des ressources financières, et ça, c'est ce qui, à mon avis, fera la réussite des futurs tiers-lieux. Merci beaucoup Bertrand, à toi oui. Benoît. Merci. Donc j'espère que le préfet de région n'est pas face à son écran à regarder le direct, parce que ça, c'est typiquement la question que je redoute que le préfet de région me pose. À quoi ça sert ce machin, ces tiers-lieux qu'on finance un peu partout ? J'ai des collègues dans d'autres préfectures de région à qui on leur a posé la question. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. On se retrouve, comme vous dites, c'est un ovni, les gens ne comprennent pas. Donc c'est vraiment compliqué. Donc deux réponses. Premièrement, les fabriques de territoire. On en a 2 ici, on en a quelques-unes dans la salle. On arrive à la fin des 3 ans, donc vous allez pouvoir fournir votre rapport d'évaluation, rapport financier, rapport narratif pour expliquer l'évaluation. Donc ça, on va le faire au niveau de l'État. Et deuxième chose, c'est peut-être là une mission de la Rosée, d'arriver à faire ce plaidoyer finalement parce que c'est pas facile à dire aux élus, à dire qu'est-ce que c'est, etc. Donc peut-être à vous de nous donner un peu des éléments d'évaluation, notamment ce matin là sur l'activité économique, les emplois, etc. Là, c'est à vous de nous faire un peu peut-être si je peux me permettre cette note de réponse pour l'avenir. Merci. C'est parfait. Après, je pense que du côté du Rosée, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi j'avais du mal à trouver un modèle éco. Alors on n'y est pas loin, on aide d'autres, et notamment dans un FAB, c'est encore, c'est très compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, si j'enlève toute la partie d'intérêt général, si j'arrête de recevoir des scolaires, j'arrête de recevoir des demandeurs et des demandeuses d'emploi, j'arrête de me consacrer au social, là, mon modèle éco, mon bilan, il est super bon. Et là, même, je pourrais même dire que je deviens lucratif, je peux réinvestir, etc. Mais pourquoi moi je fais ça ?
Pourquoi je reçois du social? Parce que tout se nourrit. Pourquoi les entreprises, elles viennent chez nous avec un vrai modèle éco, venir dans le Rose Lab? C'est parce qu'elles viennent voir ce social, parce qu'elles veulent y contribuer. Pourquoi je peux recevoir des demandeurs et demandeuses d'emploi? Il y a Pôle emploi, il y a plein de choses, mais c'est parce qu'on apporte autre chose, on apporte de la connexion. Pourquoi les scolaires viennent? C'est parce qu'on leur montre plein de choses qui peuvent servir en complément de l'éducation nationale et de ce qui se passe, autre chose. Et tout ça est nécessaire. Et donc, vous savez que la collectivité, les pouvoirs publics ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux. Mais, encore une fois, si on veut que ça continue, c'est qu'il faut enfin comprendre que les tiers-lieux sont à la fois un objet économique, et c'est bien pour ça qu'il y a des SIC qui existent, mais de l'autre côté aussi des lieux d'intérêt général. Et c'est l'association des deux qui permet d'y aller. Et si on arrête par exemple de parler de subventions, mais bien de prestations, puisqu'on délègue une partie de mission, tout change et on réussit. Pour conclure, et promis j'ai fini, je vais inviter tout le monde à refermer les yeux. Je referme les yeux, et là, je vais vous donner, moi, quelle est ma projection. Ah, mais là, j'entends un message de la rosée. Qu'est-ce que c'est? Je clique dessus, un pigeon voyageur arrive. Oh, la semaine prochaine, c'est les journées portes toujours ouvertes des tiers-lieux. Plus de 50 tiers-lieux ouvrent leurs portes de partout en Occitanie. Je vais y aller, tout est en ligne, je peux cliquer, je peux aller voir. C'est des visites apprenantes, il y a tous les thèmes, il y a de la formation, il y a de l'entreprise, les collectivités sont invitées, les scolaires aussi. Et le samedi, c'est la grande fête, on vient découvrir. Pas besoin de prérequis, je peux juste rentrer dans un tiers-lieu et découvrir. Quelle est la force du réseau? C'est celui d'avoir mutualisé la communication. Et moi, mon plus grand rêve, en tant que président du Rose Lab, en tant que maker, en tant que quelqu'un qui croit, c'est de rentrer dans ces tiers-lieux et de voir n'importe qui, ne plus se poser la question si c'est un tiers-lieu ou pas, et de vouloir juste contribuer à changer le monde en faisant ensemble. Merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes, merci à la mêlée numérique, et merci à la Rosée. Wouh!